Je m'appelle John Derek. Je suis scénariste à Hollywood où j'écris des histoires pour la télévision. Pendant la guerre, j'étais officier de presse dans l'aviation américaine. En avril 1943, à la demande des services de propagande, j'ai mis en œuvre l'opération Liberty Lily. 15 ans ont passé, mais je n'ai pas encore tourné la page de mes années de guerre. Un souvenir encore douloureux que j'avais toujours refusé d'évoquer. Récemment, un producteur m'a demandé de lui raconter le Liberty Lily. L'heure n'était-elle pas venue de rendre hommage à mes hommes? Alors, j'ai ouvert ce que j'appelle ma boîte à cafards, et les souvenirs m'ont sauté à la figure. Depuis Pearl Harbor, le pays se battait sur tous les fronts d'Europe et d'Asie. Les pertes étaient de plus en plus lourdes et les équipages faisaient défaut. La situation était grave et les généraux de Washington se réunirent en urgence. Comment redonner le moral aux Américains qui ne voyaient pas de fin à ce conflit? Le président Roosevelt lui-même fut sollicité. Chacun y alla de son idée. J'appartenais à la première section de propagande du cinéma de l'armée américaine. Et le dossier arriva chez nous. L'affaire m'intéressait. Je relevais le défi et leur exposais mon idée. Je proposais de sélectionner l'équipage d'un bombardier composé de gars représentant la diversité du pays. Polonais, Italiens, Allemands, Irlandais. Nous les filmerions dans une série de missions qui montrerait à la population ce pourquoi nous combattions. L'idée leur plut. Je proposais de nommer l'avion le Liberty. Liberty, liberté, ça sonnait bien pour l'opinion publique américaine. L'équipage de l'avion avait fait l'objet d'une sélection soignée. Le casting réunissait des garçons dans lesquels chaque famille reconnaîtrait un des siens et dont elle pourrait dire « Il peut le faire lui aussi, il s'en sortira ». Le président insista pour que nous mettions l'éclairage sur l'origine de chacun. Était-il marié? Quel métier exerçait-il? Ces images de leur vie pour que l'Amérique s'identifie et s'attache à eux. Le Pentagone m'avait imposé Gary, le fils du riche sénateur Hart. C'était un casse-cou pistonné qui serait le pilote du Liberty, un coureur de filles qui avait la passion du jeu, un as de l'acrobatie, une belle figure de héros américain. Il ne lui restait plus qu'à apprendre à piloter un B-17. Tony Vaccaro, l'Italien de New York, était un génie de la mécanique et il avait passé sa jeunesse à trafiquer des moteurs de voitures volées. Jim Doherty, notre bombardier, était marié à une starlette d'Hollywood. Vous la reconnaîtrez facilement sur cette image car depuis, elle a fait carrière à la Fox. Sam, le navigateur, était dessinateur chez Disney. D'origine allemande, il avait fui les persécutions nazies. Et Kowalski, le mitrailleur polonais, était tueur aux abattoirs de Chicago. Quant à celui que nous appelions l'Indien, c'était pour nous un mystère. Il occuperait la place du diable, la plus dangereuse, sous l'avion. Ces hommes, je ne les connaissais pas encore. J'avais pour mission d'en faire des héros, et jour après jour, j'apprendrais à les apprécier. À la mi-avril 1943, l'équipage avait rejoint l'Angleterre. Ils avaient été accueillis avec une curiosité amusée. J'avais hâte de les voir s'envoler pour une première mission. Les gars étaient livrés à eux-mêmes. L'Angleterre leur offrait trop de tentations. Vaccaro, surtout,
qui s'amourachait pour un oui ou un non, pour un sourire, un frôlement de main. C'était un sentimental. Une première occasion allait se présenter au bout de 2 semaines. Une mission sur une base maritime située en France. L'équipage sauta de joie, mais ils étaient loin d'imaginer la brutalité de ce qu'ils allaient endurer. Pour faciliter les prises de vue, la mission serait protégée par une escorte. Ce seraient aussi les premières images de notre caméraman, William Chomsky. Nous avions travaillé ensemble pendant la Grande Dépression en Oklahoma. Il avait l'expérience du feu acquise pendant la guerre d'Espagne auprès d'Hemingway. Là-bas, il avait rencontré le photographe Robert Capa, à qui on ne la faisait pas sur la question de la vérité des images. Chomsky savait peindre et sculpter ces visages vrais. Et nous aurions besoin de lui pour durcir le personnage de Gary, qu'une enfance consacrée au bonheur avait un peu ramolli. William filmerait caméra à la main les visages des garçons, mais plusieurs appareils seraient fixés sous l'avion pour capter la chute des bombes. À l'aube du 12 mai 1943, la sonnerie du réveil dans le dortoir du Liberty Lily répondit à celle du Memphis Belle. Kowalski se leva le premier. Gary, le pilote, resta sous les couvertures. La scène serait coupée au montage. Pas vraiment héroïque. Les uns ne pouvaient rien avaler, les autres dévoraient. La tension se lisait sur leurs visages. À 6h30, j'observais 80 pères d'yeux mal réveillés, attentifs au briefing du colonel Bradley. L'objectif était dévoilé, le port de Saint-Nazaire. Le plein de kérosène était fait, les mécanos chargeaient les bombes, vérifiaient les masques à oxygène et les mitrailleuses. Gary Hart, Vaccaro, Friedman, Kowalski, Doherty. Je les sentais nerveux. Comment allaient-ils se comporter? Ce serait leur premier lâcher de bombe. Allaient-ils garder leur sang-froid? Enfin, à 8h, je leur criais au revoir et bonne chance. J'étais aussi anxieux qu'eux. J'avais décidé que Tony Vaccaro serait le premier que nous filmerions. C'était un battant. Il se rêvait boxeur. Il termina second d'un championnat junior au Madison Square Garden et rêva d'une grande carrière. Je l'avais vu boxer par hasard au camp. Il frappait fort, il faisait mal. Et je l'avais choisi pour cette volonté qui se lisait sur son visage de briser l'affront fait au sien par Mussolini. La misère avait poussé sa famille à quitter Palerme pour tenter sa chance en Amérique. La misère et le fascisme qui rongeaient le pays. À New York, ils avaient retrouvé leur clan sicilien. Tony était alors un gamin de la rue qui trichait aux cartes, un peu voyou. Peut-être même avait-il fait l'expérience de la prison. Mais l'armée l'avait transformé. Elle avait exploité ses talents de maquilleur de voitures volées pour faire de lui un technicien hors pair. Il remplissait exactement le rôle qu'on lui avait assigné, celui d'un Italien parfaitement intégré et qui se battait pour notre pays. C'était le texte qui accompagnerait les images transmises à l'état-major. Lorsque la DCA entra en action, ce fut leur baptême du feu. Mais ils volaient si haut que rien ne pouvait les atteindre. C'est du moins ce que le film prétendrait. Et je promettais aux familles américaines une guerre sans dégâts ni victimes.
la réalité serait tout autre. Le bombardement sur Saint-Nazaire fut une réussite. Et les images que William rapporta, magnifiques. L'équipage évoqua le frisson qu'il avait ressenti devant la beauté du bombardement, les étoiles de la DCA comme des feux d'artifice, les flammes rampant sur le sol. Un sentiment du travail bien fait. Sur le chemin du retour, la tension se relâchait. Pensait-il aux civils français qui ne manqueraient pas d'être enfouis sous les décombres? Les dégâts que nous causions étaient considérables. J'ai retrouvé récemment cette bobine oubliée. Doherty est à droite et, regardez, Sam Friedman, lui, à gauche. Cette image n'est pas dans le film. Je l'ai censurée, car aucun repentir ne se lisait sur leur visage. Nous attendions le retour de la mission avec impatience. Les noms des avions s'égrenaient les uns après les autres. Et le Liberty Lily se posa enfin. Cette scène, nous l'avons refaite 2 fois. Il fallait que le Liberty atterrisse en dernier, pour que dans le film, la tension du retour soit accentuée. Cette petite mise en scène plut beaucoup à l'équipage. Gary fit un petit signe de la main. Kowalski improvisa cette scénette. Si les images tournées par William étaient toutes de cette qualité, l'affaire était en bonne voie. Un équipage était né. Ils étaient maintenant proches les uns des autres, complémentaires et soudés, à l'image de l'Amérique. Les bobines de film furent immédiatement envoyées au Pentagone, assorties des commentaires que j'avais rédigés sur chacun. J'attendais le verdict. Le soir, je les laissai de repos et ils partirent au Swan and Castle, le pub du village voisin. Je ne les retins pas plus longtemps. Tous accompagnèrent Tony, qui avait une idée derrière la tête. Tous, sauf Friedman. Il terminait une lettre pour Pat, son épouse. J'entamai une conversation avec lui. Tout s'était-il bien passé? Il avait envie de parler. Il s'était marié avant son départ pour l'armée. Sa femme était à New York. C'est encore avec émotion que je parle de Sam aujourd'hui. Cela se sent-il qu'il était mon préféré? Peut-être parce qu'il a eu un destin tragique. Il me confia qu'il était d'une famille juive de Berlin. Quand Hitler accéda au pouvoir, ils partirent pour l'Amérique. Ellis Island, l'île aux larmes. Son père ne s'est jamais remis de leur exil. Il avait eu l'impression de laisser sa vie derrière lui. Mais Sam, lui, rêvait du nouveau monde. Il exultait. Enfin, il se passe quelque chose dans ma vie. Sam s'était inscrit à l'université. C'est là qu'il avait rencontré Pat. La guerre le rattrapa alors qu'il venait de réaliser son rêve, dessinateur chez Disney. Sa fiche me fut proposée par le Pentagone. Sam Friedman incarnait le véritable juif new-yorkais. Enfin, l'état-major approuva les images et valida mes premiers portraits. Les uns après les autres, nous filmerions tous les membres de l'équipage.
ce serait le tableau héroïque de notre Amérique en guerre. Jour après jour, les missions au-dessus de la France se succédaient, entrecoupées de pauses lorsque la météo clouait les avions au sol. En juin 1943, des rumeurs concordantes m'incitaient à penser que notre avion allait être engagé au-dessus de l'Allemagne. Leur première incursion au cœur du Troisième Reich, une usine d'armement de la Vallée Heureuse, ainsi appelait-on cette région de la Ruhr. Friedman, notre navigateur, allait guider l'avion vers une cible où des centaines de civils allemands seraient tués. Des amis d'enfance, des parents peut-être. C'était une épreuve qu'il aurait voulu ne pas affronter. C'est en approchant des côtes allemandes que la chasse ennemie apparut. Chacun rejoignit son poste. Jim Doherty arma sa mitrailleuse et tira. Une odeur âcre de poudre remplit l'appareil et le vacarme se fit assourdissant. La carlingue se mit à trembler. Accroché à sa mitrailleuse, Jim accompagna ses tirs d'un retentissant mimant le son d'une charge de cavalerie. Il avait toujours voulu être le trompette de la délivrance, celui qui, dans les westerns, sauve la garnison assiégée. C'était son rêve hollywoodien à lui. Il m'avait été recommandé par la section cinéma de l'armée, et déjà, Hollywood s'intéressait à sa jeune épouse, Norma Jean. Jim était né dans une famille de fermiers de l'Oklahoma. Le coton et le maïs suffisaient à les nourrir. C'était avant la malédiction du Dust Bowl, ces tempêtes de sable qui transformèrent ce paradis verdoyant en désert. Alors, ils avaient rejoint la Californie. Là, il avait rencontré Norma Jean, qui se fera appeler Marilyn. Son histoire va vous rappeler quelque chose. Aujourd'hui, devenue riche et célèbre, elle a fait interdire ces images d'elle, l'adolescente. C'était une fille un peu paumée qui prétendait être la fille de Clark Gable. Elle avait 15 ans, du mascara sur les yeux, du rouge sur les lèvres et un buste avantageux. Un photographe la repéra chez Boeing où elle nettoyait les moteurs d'avion. Et elle expliquait que mettre une belle fille en salopette, c'était aussi sexy que la revêtir d'une superbe robe moulante. L'image prise ce jour-là fut choisie pour faire la couverture du magazine des armées, Yank. Et c'est alors qu'Hollywood l'appela. C'est leur histoire d'amour qui nous avait incités à l'engager pour la mission. Gary avait repris de l'altitude pour éviter les tirs venus du sol. L'escadron continuait sa route vers l'usine de Karlsruhe. Le visage de Friedman était noyé de sueur. Était-ce la peur? Penché sur son gyroscope, Doherty attendait le signal de Friedman. Les nuages recouvraient l'Allemagne d'un immense édredon. Nous volions à 30 000 pieds. Friedman annonça la position, mais Doherty ne voyait pas la cible. Son cœur battait de plus en plus fort. Lorsqu'entre deux nuages, une trouée apparut, Jim lâcha les bombes. Ils ne surent jamais ce qui était advenu des civils de la Vallée Heureuse qu'ils bombardèrent ce jour-là. À cette altitude, les images ne parlent pas.
Seule l'odeur de brûlé qui pénétrait dans le cockpit les rappelait à la réalité, sans donner plus d'humanité à leur mission. À 30 000 pieds, l'homme cesse d'exister. Mais Friedman s'était trompé dans ses calculs de navigation. Et Doherty avait raté la cible. Je n'ai jamais su si l'erreur de Friedman était intentionnelle. Mais il m'avait dit « J'ai raté la cible, mais j'ai peut-être sauvé un poème, une chanson, une lettre d'amour. C'est peut-être un Bach ou un Goethe que j'ai épargné. C'est peut-être là ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. » Un voyant rouge se mit à clignoter. Le carburant allait manquer. Mais avec de la chance, l'avion pourrait regagner les côtes anglaises. Que se disent les hommes dans ces moments-là, alors qu'ils peuvent s'écraser d'un moment à l'autre? Ils se taisent. L'angoisse dans l'avion était palpable. Tous priaient en évitant de se regarder. Catholiques, protestants ou juifs, tout le monde croit en quelque chose dans ces moments-là. L'avion volait haut pour éviter toute attaque surprise. Le froid se fit plus dense, la buée, les doigts gourds et gelés. Kowalski s'était assoupi. La torpeur réveilla ses souvenirs. Le froid rigoureux d'un hiver en Pologne. Les Kowalski faisaient partie des millions d'émigrants venus d'Europe, sans profession ni qualification. La crise de 29 toucha durement le pays. À Chicago, les usines fermaient et pour un nickel, on les nourrissait d'un verre de lait et d'une soupe. Peu à peu, grâce à l'effort de tous, l'espoir revint. Le père Kowalski travaillait en usine. Son fils suivit le même chemin. Il faisait ce travail dont les Américains ne voulaient plus. Tour à tour dépeceur sur un bateau-usine, tueur aux abattoirs de Chicago, puis la mine à 60 mètres de profondeur. Un gars solide. Du marteau-piqueur à la mitrailleuse, Kowalski ne se sentit pas dépaysé. Moi, j'avais besoin d'un homme à poigne, catholique et polonais. Je l'engageai. Les avions de l'escadron étaient rentrés les uns après les autres, mais nous n'avions aucune nouvelle du Liberty Lily. Quelques dizaines de minutes plus tard, un appel arriva à la base. L'état-major anglais nous informa que l'avion était dérouté sur un de leurs terrains d'atterrissage. Le Liberty avait lancé un SOS qu'ils avaient capté. Quelques heures après, le sol leur apparut enfin, éclairé par les lumières du terrain de secours, comme un phare dans la nuit. Ils y étaient arrivés. J'étais soulagé, notre projet allait continuer. Comment le film avançait-il ? Nous avions eu des combats et des larmes. Peut-être il nous manquait quelque chose. C'est un prévu qui transforme une vie en destin. La prochaine fois, peut-être. Ma chérie, je suis à des milliers de kilomètres de toi et je t'écris pour te dire à quel point je t'aime. Et tu dois toujours croire que je reviendrai un jour sain et sauf. Car nous sommes faits pour vivre ensemble. Tony, Jim, John, Sam écrivaient chaque jour la même lettre. Des milliers de lettres échangées entre deux solitudes qui tentaient avec des mots d'enrayer la spirale d'une vie qui avait perdu son sens.
Les femmes étaient de loin leur principal sujet de conversation. Et tout instant de bonheur dérobé à la peur était bon à prendre. Mes hommes faisaient désormais partie du quotidien de l'Amérique. J'avais réussi mon pari. Mais le Pentagone demandait toujours plus d'images. Les correspondants de guerre se battaient pour embarquer à bord du Liberty. Tous voulaient leur récit héroïque et de nouveaux personnages à célébrer à la une. Même mort. C'est alors qu'un matin, je reçus un appel m'annonçant l'arrivée de Rhett Butler. Clark Gable, pour une mission exceptionnelle, allait bientôt se joindre à nous. En uniforme, le héros de Autant en emporte le vent avait l'air de sortir tout droit de chez un costumier de la Metro-Goldwyn-Mayer. Je l'avais côtoyé avant-guerre à Hollywood. J'étais un des nombreux scénaristes que la MGM avait engagé pour améliorer le script de Autant en emporte le vent. Et ma contribution au film s'était limitée à cette phrase « Frankly, my dear, I don't give a damn. » Allez au diable. L'opération Gable tint ses promesses. Avec lui, mon film se rapprocherait du public populaire auquel il était destiné. Devant les journalistes accourus par centaines, il donna des cours d'expression à l'équipage. « Faites ce pourquoi vous avez été choisi. Souriez, leur lançait-il. » C'était à cela que se résumait sa technique théâtrale. La vie avec Gable fut la période la plus belle de notre guerre. La journée, l'équipage risquait sa vie en vol. Et le soir, les gars sortaient avec Rhett Butler. Dans les balles du samedi soir, un roulement de tambour annonçait l'arrivée de Clark. Et toutes les femmes énamourées accouraient. Chacun profitait d'une étincelle de gloire auprès des Scarlettes d'un soir qui se pressaient à leur côté. Mais le 23 mai 1944 s'annonçait comme une journée dont ils se souviendraient plus que de leur propre date de naissance. Leur cible était une usine d'assemblage d'avions. C'était une mission des plus dangereuses. Clark serait lui aussi de la fête. Malgré les risques, il s'était immédiatement porté volontaire. L'heure de départ avait été retardée pour que Gable puisse tenir une conférence de presse. Quel retentissement cela allait donner à notre mission. Un à un, les gars embarquèrent. Vaccaro, Doherty, Friedman, Kowalski, Seaborn et Gary, le pilote. À 11h, 35 avions décollèrent. Le Liberty occupait la première place pour que les images montrent Gable en chef d'escadrille. Une heure plus tard, l'équipage fut sorti de sa torpeur par un vacarme assourdissant. Une attaque? Non, c'était Gable qui tirait de longues rafales de mitrailleuses à tort et à travers. Tous comprirent que William filmait la star d'Hollywood en action. En vrai pro, chaque fois que la caméra était braquée sur lui, Gable plissait les yeux avec application. Cela allait faire une bonne séquence. Ce jour-là, le danger ne vint pas de la chasse allemande.
Gary resta muet de terreur lorsqu'une immense masse noire se précipita sur eux. Un choc brutal. Un B-17 de l'escadrille venait de percuter le Liberty Lily. L'avion vibra. Des cris d'angoisse résonnaient dans la carlingue. Que se passe-t-il? Quelle est notre altitude? Sautez, cria Gary. Un moteur brûlait. Gary le coupa. Alors l'avion se stabilisa. Heureusement, l'équipage n'avait pas sauté. Sauf un, l'Indien. Et son parachute ne s'était pas ouvert. Il s'appelait John Seaborn. Je le connaissais à peine. C'était le plus mystérieux de l'équipage. Ce que j'apprendrais de lui après la guerre me le rendrait encore plus attachant. Lorsque je regarde l'Empire State Building, c'est à lui désormais que je pense. Il venait d'une région où les hommes pratiquaient le travail à risque. Beaucoup d'Indiens, des tue-la-peur. Son désir d'aventure était fort. Il avait intégré un cirque. Il avait appris le trapèze auprès de Connie, qu'il avait épousée lors d'une étape à Reno. Mais un accident avait mis fin à ses acrobaties. Tour à tour clown et dompteur, il s'était taillé un certain succès comme trompe-la-mort. Avait-il donné plusieurs versions de sa propre vie? Selon certains, son surnom ne devait rien à ses origines, mais plutôt à sa participation à la revue de Buffalo Bill, qui avait croisé le chemin du cirque. Il y avait fait un remplacement comme cascadeur et c'est là qu'on l'avait surnommé Sitting Bull, l'Indien. Lorsqu'il sauta au signal de Gary, l'Indien effectua son dernier saut de plongeur de la mort. Il avait rejoint la terre de ses ancêtres, 22 000 pieds plus bas. William Chomsky avait été le dernier spectateur de l'Indien. Il était resté prostré de longues minutes. L'Indien était son ami. Il savait qu'il n'avait pas ouvert son parachute délibérément. Il connaissait de ces hommes qui préfèrent la mort à la détention. Et l'Indien était de ceux-là. On donna l'ordre de se débarrasser des bombes. La mission était suspendue. Mécaniquement, Gary procéda à l'appel de l'équipage. Vaccaro, présent. Doherty, présent. Kowalski, présent. Friedman. Friedman ne répondit pas. Friedman était mort, la gorge traversée par un éclat. L'équipage se rassembla autour de lui et chacun l'embrassa. C'est certain, il allait rejoindre le paradis des pilotes perdus. Le Liberty Lily, tel un gros animal blessé, amorçait son retour. Il avait maintenant l'allure d'un immense tombeau. Heureusement, l'avion ramenait Clark Gable sain et sauf. Lieutenant Bishop, sir. Friedman reposait sur une civière, les yeux grands ouverts. Vous avez compris que je l'aimais comme un fils.
Gable repartit comme il était venu. Sa mission était terminée. Les images que nous avions prises feraient le tour du monde. Un beau matin, dans un froufrou de trench-coat bien repassé, le Major Gable rejoignit Hollywood. Je ne devais plus jamais le revoir et de toute façon, je n'en avais pas envie. Lui non plus, je suppose. En 3 semaines, notre escadron venait de perdre 17 de ses équipages. Et nous savions que l'état-major ne pourrait faire autrement que nous jeter dans le brasier. Mais je sentais les gars fatigués et déprimés. Leur seule obsession dorénavant était survivre. J'avais fourni assez d'images au Pentagone pour achever un film de propagande efficace. Un mort supplémentaire n'aurait rien rajouté à la légende. Alors, j'ai décidé d'écourter le programme en cours. J'entrepris de convaincre mes supérieurs de l'urgence d'un tel retrait. Je montrai à l'état-major les dernières images que nous avions rapportées. Gable, bien sûr, pour les séduire. Mais aussi Sam Friedman, pour les persuader de mettre fin à la mission Liberty Lily avant qu'elle ne vire à l'hécatombe. Le film avait déjà belle allure. Ils acceptèrent. Mais je dus leur faire une ultime concession. Le Liberty ferait une toute dernière mission. Une grande opération se préparait et tous les bombardiers disponibles étaient mobilisés. Pour cette dernière mission, je voulus montrer à mes gars de quoi j'étais capable. Ou bien, était-ce à moi-même que je voulais prouver quelque chose? J'allais prendre la place de William, notre caméraman. Il avait été durement choqué par la mort de l'Indien et nous avions dû l'hospitaliser. Ce matin du 19 mai 1944, dans la salle des opérations du commandement de la base, l'officier de vol tira un trait partant de l'épingle qui signalait notre base vers un point reculé de l'Allemagne. Ce serait sans nul doute une mission exceptionnelle. Berlin. Le père Stork, l'aumônier de la base, qui si souvent avait enterré nos morts, accompagné les blessés, réconforté les plus fragiles, nous murmura à l'oreille « Faites-leur vivre l'enfer ». Voir un homme d'église soutenir notre action fut pour tous un bienfait inestimable. Il nous accompagna tout le temps que prirent les procédures de décollage, rassurant les uns, encourageant les autres. Chacun glissait dans sa main une dernière lettre pour sa famille. Notre avion était sinistre avec ses gros pneus usés, les trous dans la carlingue. Et cela décupla notre angoisse. On l'avait réparé comme on avait pu. Les mitrailleuses bafouillaient, la porte était grippée. Nous le surnommions l'aspirateur à explosifs tant il avait été touché. Il avait une drôle d'allure. Chacun s'était exprimé à sa manière. Date importante d'une vie, caricatures et poèmes gravés sur la carlingue. Et c'est un immense graffiti qui allait envoyer aux Allemands un message en provenance de l'enfer. Une fois la trappe fermée, nous eûmes l'impression d'être piégés comme dans un cercueil. Je faisais l'expérience de ce qu'avaient vécu mes gars durant cette année passée. L'atmosphère restait pesante. Nous évitions de nous regarder. Qui serait porté disparu ce soir ?
les hommes se préparaient à affronter leur destin. Pour la première fois, nous transportions des tonnes de bombes incendiaires, dont la boule de feu, grâce au vent, se propagerait sur des kilomètres. Les obus au phosphore donneraient à coup sûr de superbes images. L'air se raréfiait. Notre cœur battait de plus en plus fort. Nous étions si nerveux qu'à chaque secousse, on pouvait se dire « c'est la fin ». Chacun estimait mentalement les chances qu'il avait de s'en sortir en se livrant à de pauvres statistiques. Combien de pilotes avaient survécu à leurs 25 missions? Après avoir prié pendant des heures, les lumières d'une ville nous apparurent dans la nuit. Était-ce Berlin? L'opérateur radio martelait la question à destination de la base. Est-ce Berlin? Mais nos appels pressants résonnaient dans le vide. La radio était-elle en panne? Dans le doute, je donnai l'ordre de bombarder la ville. Était-ce bien Berlin que nous avions bombardé? Nous ne le savions même pas. La ville n'était plus qu'une tempête de flammes. Ce raid serait le point culminant du film. Les images seraient-elles de qualité? Gary semblait dans un état second, le regard perdu vers l'horizon. L'avion continuait sa route vers l'est. J'avais la bouche sèche et mes genoux tremblaient. Pourquoi ne rentrions-nous pas? Vers quelle destination incertaine nous entraînait-il? Soudain, un mitrailleur cria « Ennemi à 2 heures !» Et je les vis monter vers nous. « Ennemi à 9 heures ! Ennemi à 3 heures !» Puis les mitrailleurs signalèrent des avions de tous côtés. Les chasseurs ennemis fonçaient sur nous comme des milliers d'abeilles. Vaccaro entonna un cantique à tue-tête. Le navigateur aussi se mit à prier. Il s'était trompé de direction et Gary avait jeté l'escadron entier de plein fouet sur la vague de chasseurs allemands qui nous poursuivaient. Doherty alors sonna la charge. Pris de tremblement, un autre cria « Je vais mourir !» Gary semblait indifférent au danger. Était-il encore lucide? Je me glissai près du cockpit où il tenait à pleine main le manche qui menaçait de s'arracher du sol. L'avion paraissait ne plus être sous contrôle.
Les hommes étaient arrachés à leur avion et volaient dans les airs. Des sièges, des mitrailleuses déboulaient de tous les côtés. À bord, les communications s'interrompirent. L'excès d'acuité provoqué par la tension se transforma en hallucination. Étions-nous devenus fous? The tall man with the high hat will be coming down your way. Je me réveillai alors. Aucun B-17 en vue. Nous étions seuls. Une heure et demie après le début de l'attaque, une sensation étrange m'étreignit. Nous étions encore en vie. Nous survolions d'improbables sommets enneigés et l'avion semblait tourner en rond. Soleil à l'est, soleil à l'ouest. Que s'était-il passé? Était-ce un mauvais rêve? Nous avions les tripes soulevées par la violence du combat. Ça puait la peur. En quelques secondes, nous avions vu plus que quiconque ne verrait dans sa vie entière. Ce que j'écrivais dans les commentaires du film était faux. J'écrivais que les hommes ignoraient la peur, mais la réalité était tout autre. Transpiration, corps ensanglantés, odeur âcre de cordite et de mort mélangées. Mes garçons pleurant comme des enfants. Sale travail, sale guerre. Le circuit hydraulique était hors d'usage et les freins ne répondaient plus. À l'atterrissage, beaucoup d'entre nous firent le signe de croix. Dieu fut sensible à notre démarche et l'avion s'arrêta en bout de piste après un dernier tête-à-queue. 385 avions manquaient à l'appel. Lors du débriefing, on nous confirma que Berlin avait bien été bombardé ce jour-là. J'avais expédié mes images à Washington. Elles étaient d'un réalisme inédit. Le film Liberty Lily fut un véritable succès. Les Américains y virent une raison d'espérer. En novembre 1944, l'équipage fut accueilli en vainqueur sur la base de Memphis, Tennessee. Le film Opération Liberty Lily avait fait d'eux de véritables héros, et la foule voulait les approcher. C'était un peu ma victoire, amère victoire. Friedman était mort et le souvenir de l'Indien planait au-dessus de l'équipage. À la fin de la cérémonie, Gary vint me voir et après un long silence, il me demanda ce qu'il serait arrivé si l'avion avait lui aussi disparu lors de cette ultime mission. Nous n'étions plus liés par aucun pacte ni devoir de réserve. Je lui dis la vérité. Un autre B-17, le Memphis Belle, avec William Wyler, accomplissait le même travail depuis le début de l'opération. Avec une gêne non dissimulée, je lui avouai que nous aurions simplement changé le titre du film. À la fin de cette histoire, je refermai ma boîte à souvenirs. J'avais les larmes aux yeux. Ma décision était prise. Je ne donnerai pas suite aux propositions d'Hollywood. Cette histoire, je ne la raconterai pas. Mais peut-être qu'un jour, j'écrirai la véritable histoire du Liberty Lily.